Yo tout le monde, c'est Phoenix. On se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'appelle les vidéos écrites. Ce style de vidéo arrivera une semaine sur deux à la place de Deck Present. Donc on va alterner entre Deck Present et vidéo écrite. Les vidéos écrites seront plus des vidéos qui vont concerner des sujets de culture générale, voilà, juste pour votre savoir, qui vont concerner aussi des sujets que j'ai envie d'aborder en dehors de Yu-Gi-Oh! Et des jeux vidéo, ce qui est normal. Donc, pour aujourd'hui, on va parler du trouble 10, évidemment, je me trompe toujours. Et donc, c'est parti. Alors, elle va être découpée en 4 parties. Qu'est-ce que le trouble 10? Les définitions des différents troubles. Quelles sont les prises en charge existantes et quel est le risque si un enfant n'est pas diagnostiqué ou n'est pas pris en charge. Déjà, qu'est-ce que le trouble 10? C'est un trouble qui va toucher les fonctions cognitives du cerveau relatives au langage oral, écrit, au calcul, au geste et à l'attention, enfin l'une des 5 font partie, et qui est durable. Ça veut dire que l'on a à vie. Ce n'est pas une défiance intellectuelle. Ça, c'était un truc que je tiens à dire. C'est comme un aveugle. Un aveugle, il va pas voir, mais c'est pas pour autant qu'il va pas savoir se repérer dans des endroits qui lui sont communs, notamment sa maison. J'ai connu une personne qui était aveugle, qui vivait seule et qui arrivait très bien à se débrouiller. Il touche 5 à 7% des enfants scolaires. Donc, quand on dit scolaire, on parle début de scolarité, donc souvent CP. Donc les 6-7 ans. Et 1 à 2% de ces enfants ont un trouble sévère. Il peut être plus ou moins sévère, hein, comme comme tout. Ils sont au nombre de 6, donc dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie et dysgraphie. Le trouble peut s'atténuer avec des prises en charge. Il faut savoir que si on commence avec un trouble sévère, il peut diminuer avec le temps. Donc, qu'est-ce que c'est ces troubles en fait? Les définitions de ces différents troubles. Dyslexie. C'est une difficulté à associer le son entendu avec les lettres et les mots correspondants. Qu'est-ce que j'entends? Prenons le son je, je. Je mange, je me change. Et bien, on a che, qui va s'écrire J-E, C-H-E, G-E. Et bien, un dyslexique va avoir du mal à savoir comment orthographier le mot ou comment prononcer le mot, puisque il va pas forcément voir la différence entre le je, J-E, le je, G-E et le che, C-H-E. Voilà. Les dyslexiques aussi confondent les lettres qui ont des formes voisines, ont toutes des ressemblances. Et du coup, il va les inverser. Et du coup, quand il va lire une phrase, il va parfois même inverser des syllabes. Avec la dysorthographie, ce sont des troubles spécifiques au langage écrit, donc tout ce qui va toucher à l'écriture et à la lecture, qui apparaissent dès le début de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, comme je viens de le dire, donc souvent au CP, donc 6-5 ans. Au niveau de l'orthographe, le trouble se manifeste par une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et les reconnaître globalement. En effet, puisque on va confondre l'écriture du P, du J, du G, du F, je vais prendre manuscrit, et on va pas forcément réussir à bien reconnaître le mot. La plupart du temps aussi, la lecture va être hésitante, ralentie, émaillée d'erreurs, là où les gens du même âge liraient plutôt fluidement. Mais pourtant, ça a exigé beaucoup plus d'efforts qu'une personne lambda. Voilà, pour tout ce qui concerne la dyslexie. La dysorthographie, c'est une altération de la production d'écrit ou de l'orthographe. Les deux sont liés.
Dans les deux cas, déchiffrer un texte et écrire sans faire de faute est particulièrement éprouvant. En effet, quand on va lire un texte, on va pas voir forcément les fautes d'orthographe. Et en relisant le texte petit à petit, si je peux dire, avec quelqu'un à côté de nous, on va les voir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de nous. Alors on va le lire et on n'aura pas vu d'erreur. Pour la relecture, c'est très très handicapant. Donc, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais avec la dyslexie, c'est un trouble écrit qui apparaît dès le début de l'apprentissage, qu'au niveau de l'orthographe, voilà, hein, tout ce que je viens de dire. Seulement, eux, pour mémoriser les mots sous forme visuelle, ben, ça va les toucher parce que, vu que, je vais prendre l'exemple de genou, caillou, joujou, qui prennent un X au lieu d'un S, au pluriel, ben, des joujoux, au lieu de l'écrire joujou, J-O-U, J-O-U-X, ils vont l'écrire J-O-U, J-O-U-S. C'est une erreur pourtant bête, mais voilà. Ou dans un texte, normalement, on verrait qu'il manque un S quand on met des personnes avec S, sont en train de s'amuser. Et ben nous, tu nous mets des personnes sans S, et ben on va pas forcément voir qu'il manque le S. Voilà. L'orthographe qui normalement se développe au fur et à mesure et qui s'automatise, hein, comme j'ai dit, à la reconnaissance globale des mots, ben, va être touchée. Comme je viens de l'expliquer, les particularités, même parfois quand on lit un texte, ne pas avoir des fautes d'orthographe, c'est possible. Donc voilà. La dysphasie, maintenant. La dysphasie, elle, va toucher l'apprentissage et le développement des mots et de leur production. Enfin, va toucher le développement du langage oral. Donc tout ce qui va être au niveau du parler. Donc, l'organisation phonétique des mots et leur production va être limitée ou les mots vont pas être dans le bon agencement syntaxique. Alors qu'est-ce qu'on entend par agencement syntaxique? C'est qu'une phrase c'est sujet, verbe, complément. Parfois ils vont mettre le complément avant le sujet, ou le sujet à la fin de la phrase, ou le verbe en fin et mettre le complément au milieu. Enfin voilà, ça va faire des phrases pas très logiques qu'il va falloir déchiffrer. Les dysphasies parlent souvent plus tard que la moyenne, et souvent ils parlent pas mal, mais ils parlent moins bien que la moyenne. Et ils vont préférer un style télégraphique. Un télégraphe, c'est ce qui permettait d'écrire en morse, par manque de vocabulaire. Voilà. Maintenant, passons à la dyspraxie. La dyspraxie est un trouble qui contraint la coordination et la planification des gestes. En effet, le dyspraxique, tu vas lui dire attrape la balle, et ben la balle, le temps que ça arrive au cerveau qu'il attrape la balle sera déjà tombée. Donc parce que il y a un ralentissement au niveau de la coordination. Donc les dyspraxiques ont du mal à l'apprentissage des automatismes. Je sais pas, le matin tu te lèves, tu vas prendre ton petit déj, tu vas t'habiller, tu vas aller à l'école. Eux déjà pour s'habiller ils vont avoir parfois des problèmes. Moi je le sais étant dyspraxique, hein, puisque comme j'ai dit c'est un trouble à vie. Lasser mes chaussures ça a été un calvaire pendant longtemps. Je crois que jusqu'à 10 ans j'ai pas su lasser mes chaussures. Voilà, pour donner un indice. Donc ils ont du mal à réaliser un geste et à adapter à un objectif ou le reproduire. Ils ont aussi du mal ils ont notamment des difficultés, ils peuvent avoir à lasser les chaussures, à s'habiller et à manipuler les objets. S'habiller, j'ai jamais eu trop de mal, mais lasser mes chaussures, j'en ai eu beaucoup, hein, comme je vous ai dit. Et à manipuler les objets fragiles, c'est vrai que quand on est dyspraxique, c'est pas forcément le meilleur choix de nous les confier. Enfin, de nous les confier en main. Voilà. Passons à la dysgraphie. La dysgraphie, elle, va toucher l'organisation des fonctions graphiques. Alors tu vas me dire, ouais, mais je suis nul en dessin, je suis dysgraphique. Non. Tu peux être nul en dessin et ne pas être dysgraphique.
ça va être des difficultés de coordination et de conduite du trait. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, je sais pas si vous, mais moi, quand j'étais en primaire, on nous apprenait à écrire avec les lignes des cahiers à carreaux, en nous disant le E, il est entre deux lignes et tout ça. Le E, ben, il peut être entre la troisième ligne et la première ligne, ce qui ressemblerait plus à L. Donc ça va se traduire par des lettres disproportionnées et mal formées, et du coup ont du mal en dessin. Donc toi, tu peux être nul en dessin et ne pas être dysgraphique. Par contre, un dysgraphique, en tout cas au début, va être nul en dessin. Va avoir beaucoup de mal en dessin, parce que personne n'est nul. Personne n'est nul. On a tous des difficultés, mais on n'est jamais nul. Passons les dyscalculies. Les dyscalculies, tous ceux qui ont de mauvaises notes en maths vont me dire « Ouais, je suis dyscalculique ». Non. C'est plus complexe. Ça va toucher la fonction numérique. Donc le fait de savoir compter, le fait de savoir gérer son argent, tout ce type-là. C'est une difficulté à comprendre ce qu'est un nombre et donc à l'utiliser. Je vais prendre sur des petits nombres, mais à mon avis, ça va être avec des nombres plus complexes. Je vais prendre l'exemple d'1, 2, 3. Ils vont pas savoir qui est plus grand que qui. Et du coup, ils ne vont pas maîtriser le système numérique. Ils ont du mal à estimer une distance. Par exemple, un truc qu'on va poser à 100 mètres, il va peut-être être à 50 mètres pour eux. Voilà. Ou une taille. Pour eux, une manette, comme ça, peut paraître grande. Ou peut pas être microscopique. Et à manipuler une somme d'argent. J'avais pris un exemple, bon, je vulgarise, hein, moi-même je dis que je vulgarise, je vais donner, il va me passer 50 euros sur un objet qui va être à 40 euros, que je vends 40 euros, il donne 50 euros, le vendeur lui redonne 5, mais pour lui c'est comme s'il lui avait redonné 10. Puisque justement, ayant du problème avec tout ce qui est de la fonction numérique, ça va le pénaliser à ce niveau-là. Donc maintenant que j'ai présenté les 6 types, quelles sont les prises en charge qui existent? Comment on va les diagnostiquer? On va mettre à l'écart l'existence d'une déficience intellectuelle, parce que ce n'est pas une déficience intellectuelle, ou psychiatrique, parce qu'on n'est pas fou, parce qu'on est nul en maths, enfin parce qu'on est mauvais en maths, parce qu'on est mauvais en dessin, parce qu'on n'a pas une bonne coordination, parce qu'on a du mal à parler, parce qu'on a des problèmes d'orthographe ou de lexique. On n'est pas fou à cause de cela. Ou d'environnement social, parce que c'est sûr que si déjà tu as des parents qui ne sont pas forcément là pour pouvoir t'aider, par exemple en maths pour les dyscalculies, ben ça peut y jouer. Après, du coup, on va passer un bilan fait par un médecin qui, selon le trouble, va rediriger vers des spécialistes pour faire des bilans plus spécifiques. Alors, vous allez me dire, mais du coup, des bilans plus spécifiques. Ben déjà, pour savoir si le trouble est sévère ou non, s'il va beaucoup si le trouble va être beaucoup, va jouer beaucoup dans la scolarité ou non. Et si c'est bien un trouble de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie et j'en passe. Donc, pour tout ce qui est les troubles, en fait, selon le trouble, il faudra changer de professionnel. Pour tous les troubles que j'appelle scolaires, donc le fait du langage, de la lecture, des mathématiques, de l'orthographe, ça sera l'orthophoniste. L'orthophoniste, elle va être là pour, justement, éviter d'avoir ces petits problèmes-là. Pour un trouble de coordination motrice, graphique, visio-perspective et visio-moteur, donc quand ils disent visio-moteur, c'est le fait de voir pour le visio-perspective, donc pour la distance, et moteur pour tout ce qui est l'utilisation des gestes, ça va être une psychomotricienne ou une ergothérapeute. Pour un trouble cognitif ou attentionnel, on va voir un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Alors, directement dit psychologue, neuropsychologie, oulala, qu'est-ce que c'est? Déjà, un psychologue, c'est très cool. Hein, j'ai fait des frais d'aller voir un psychologue.
Je peux vous rassurer que c'est pas une personne qui va voir que des fous. Et neuropsychologie, donc la psychologie du cerveau. Donc qui va être spécialisé dans le cerveau et comment va fonctionner une personne. Et du coup, il va poser des questions pour pour pouvoir voir comment fonctionne le jeune et du coup adapter les séances plus facilement. Alors quels sont les risques si un enfant n'est pas diagnostiqué? Oh ben, il risque déjà un décrochage scolaire puisqu'il va se sentir mauvais dans la plupart des matières et du coup il va, il va avoir une faible estime de soi, de l'anxiété, de la dépression, de l'agressivité. Et cela va amener à des difficultés d'insertion professionnelle et sociale. En effet, dû à son décrochage scolaire, trouver un boulot va être très compliqué, et surtout de nos jours, et la faible estime de soi, l'anxiété, la dépression et l'agressivité va faire que il va avoir moins d'amis. Donc voilà. Et si vous voulez quelques noms de personnages connus qui ont, qui ont eu des troubles 10, je vais citer Einstein, hein, comme la plupart des gens, puisque Einstein est connu pour avoir eu des troubles 10, hein, et surtout pour E égale MC2. Napoléon Bonaparte avait le trouble 10. Donc voilà, c'est ce style de personnes voilà, qui sont connus malgré qu'ils avaient des troubles. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à commenter hein, afin de me faire un retour sur le montage, à faire un retour sur le format de la vidéo. Si vous voulez que, je sais pas moi, une vidéo sur un sujet spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Moi, la prochaine, elle va être sur Napoléon Bonaparte. Hein, j'ai à l'écrire hein, encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Phoenixus, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.